Bien, mesdames, messieurs, nous allons commencer cette soirée. Donc je me présente, Christian Camuso, je suis le président de la coordination qui vous a invité, coordination qui regroupe toutes les associations de vigilance éolien du département et qui vont en compter bientôt d'autres, puisqu'il y en a certaines qui sont en constitution, et j'ai connu tout à l'heure des personnes qui réfléchissent à constituer une nouvelle association qui sont présentes ce soir. Alors, je voudrais, avant de présenter M. Bouvet, vous remercier d'être là. On a un peu moins de monde que ce qu'on pouvait attendre, parce que j'ai eu quand même un certain nombre de messages de personnes qui ne sont pas venues à cause du Covid et de la non-vaccination, ou du test PCR à faire, et qui ont dit, bah, tant pis, je ne viendrai pas, je ne veux pas me faire vacciner. Bon, chacun agit comme il l'entend, mais ça nous a fait perdre un certain nombre de personnes qui étaient intéressées par le sujet. La deuxième chose aussi qui a fait un petit peu peut-être peur, c'est la météo annoncée avec de la neige potentielle. J'espère qu'on ne l'aura que demain et que ce soir, tout le monde pourra rentrer tranquillement chez soi. J'ai des remerciements à faire, c'est à M. Afribault, parce que c'est grâce à lui si on est là. Et je dois remercier aussi toute l'équipe municipale, parce qu'ils nous ont très bien aidés, des techniciens comme M. Baronnet et d'autres personnes que j'ai eues au téléphone. Ça a été agréable, facile de travailler, de préparer cette journée. Pour votre info, c'est la 4e date qu'on avait bloquée, parce que ça fait 1 an qu'on a reporté à cause des confinements successifs que nous avons connus. Donc c'était pas évident. Donc merci beaucoup. Et puis je voudrais aussi remercier Madame Politique, notre députée, qui est venue aussi assister à cette soirée. On va certainement un peu critiquer les éoliennes, je pense que vous ne serez pas surpris. Par contre, j'ai des excuses à présenter. On a beaucoup de maires dans la salle, ça je suis très content, parce que ça c'est une évolution depuis quelques années. Avant, il y en avait qui étaient favorables, il y en avait qui étaient défavorables, mais ils ne se manifestent pas forcément. Là maintenant, les maires défavorables n'hésitent plus à le dire qu'ils le sont ou à l'écrire. Et ça c'est une chose, à notre sens, très positive, parce qu'on ne peut pas mettre de côté les maires et la responsabilité qu'ils ont dans les communes. Alors j'ai des excuses à présenter, je vous l'ai dit, puisque les gens ont pris la peine de nous le dire. Déjà, au niveau député, M. Cordier et M. Larsman nous ont écrit, qui ne pouvaient pas être là. M. Laménie aussi, donc notre sénateur. Madame Joseph n'est pas là, mais nous l'avons rencontrée cet après-midi, 1h15, donc elle a déjà on va parler. Comme responsable de Comcom, il y a M. Ravignon, M. Dequens, qui ont manifesté aussi qui ne pouvaient pas être là. J'ai aussi eu monsieur Leroy, donc, qui lui aussi a tenu à nous le dire. Certains ne se sont pas manifestés suite à l'invitation qu'ils ont reçue, je ne le cache pas. Et puis, notre sous-préfet, le sous-préfet de Vouziers, qu'on avait aussi invité, puisque ce sont des gens concernés, mais qui déclinaient l'invitation, et ça on s'en doute bien, c'était attendu, je dirais. C'était attendu. Donc voilà, ça c'était pour les excuses que je voulais présenter. Monsieur Bourgeois aussi, on devait le rencontrer aussi dans la journée, et puis il a été happé par une réunion au niveau de la région, donc on n'a pas même pu le voir alors qu'on avait un rendez-vous avec lui ce matin. Donc voilà pour ce voilà. Alors, je vais passer la parole à monsieur Bouvet, qui va nous faire sa conférence. Elle n'est pas très longue, parce que volontairement, pour qu'il y ait un temps important réservé aux questions que vous voudrez bien lui poser après. Donc M. Bouvet est un expert en politique énergétique, il intervient de plus en plus fréquemment sur tous les médias possibles, télévision, radio et dans la presse, il intervient auprès des pouvoirs publics régulièrement, c'est un lanceur d'alerte, puisque c'est un mot en ce moment très, très utilisé, et ça fait 12 ans qu'il est sur le front à dénoncer le désastre écologique et financier des éoliennes. Il a fait 2 livres, celui de droite il y a maintenant 3 ans, c'est ça ? 2 ans. 2 ans, donc sur les éoliennes, et celui que vous voyez, c'est celui de gauche, et celui de droite sur le nucléaire, il est sorti en octobre, donc c'est dans les premières fois qu'il le présente, et il abordera surtout le sujet des éoliennes, mais ce n'est pas sans lien avec le nucléaire, puisque l'énergie, c'est de l'énergie. Et donc il a fait beaucoup d'études et de tribunes sur le sujet. Les commissions d'enquête parlementaires le réquisitionnent régulièrement sur les énergies renouvelables. Et comme c'est un chef d'entreprise, il est aussi assez sollicité à ce niveau-là, et également comme élu, puisqu'il est élu municipal à Versailles, donc depuis, je sais pas maintenant, 2014. Voilà. Donc je lui passe la parole, c'est lui qui va donc présenter la conférence.
Vous m'entendez bien? C'est bon. Merci Christian, merci à tous, merci les élus. Ça nous fait chaud au cœur, vous savez, nous, les anti-éoliens, depuis 12 ans, on se battait, on était dans des salles obscures et, comme le dit Christian, souvent, on était bien isolés dans la campagne. Et aujourd'hui, on le voit, vous êtes au premier rang, aux côtés de vos concitoyens qui souffrent de la question. Vous avez même un collectif qui s'appelle le Vent des maires, qui représente 800 maires et élus municipaux de la France entière, qui est dirigé par Brigitte Pistre, une proche de Stéphane Bern. Et donc on le voit, la critique de l'éolien constitue aujourd'hui un élément du débat public de plus en plus important. Et donc je suis très content aujourd'hui d'intervenir dans votre région qui est bien subit le désastre de ces éoliennes, hein, on le voit en venant ici, ces points lumineux rouges, cette pollution visuelle de nuit, mais aussi pollution du cadre de vie de nos concitoyens, constitue un véritable problème, puisque le président de la République a annoncé en 2020 qu'il voulait multiplier par 2 le nombre d'éoliennes dans notre pays, dans le cadre du plan pluriannuel de l'énergie, après avoir dit à Pau que le consensus sur l'éolien était en train de nettement s'affaiblir et qu'on ne pouvait pas l'imposer de là-haut. Toujours en même temps d'Emmanuel Macron, je ne ferai pas de polémique politique sienne, mais enfin, toujours est-il que la raison pour laquelle nous avons autant d'éoliennes, c'est bien une décision politique qui vient de là-haut, et ça, c'est un problème. Alors, moi, je lutte contre les éoliennes depuis 12 ans. J'ai d'abord commencé dans l'Orne, lorsque j'ai appris que à côté de mon petit logis que j'étais en train de restaurer, j'allais avoir 13 éoliennes de 150 mètres de haut à 800 mètres de ma petite maison que je restaurais avec ma famille. Et ça a changé ma vie lorsque je l'ai découvert dans une supérette. Et je me suis battu parce que j'avais découvert qu'une grande partie des éoliennes étaient installées sur les terres des élus qui votaient favorablement aux éoliennes. Ça s'appelle la prise illégale d'intérêt. J'ai été pendant plusieurs années en liaison avec le service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice. Et les promoteurs éoliens, comme ils avaient un petit peu peur de cette prise illégale d'intérêt, ont envoyé un courrier aux députés pour demander le changement de la loi sur les prises illégales d'intérêt. C'était en commission des lois et finalement la commission des lois, après la médiatisation de ce courrier, a préféré ne pas réformer la prise illégale d'intérêt parce qu'en réformant la prise illégale d'intérêt, il terminait, enfin du moins il mettait dans les archives les 250 plaintes pour prise illégale d'intérêt qui étaient en cours. Donc le président de la République a préféré supprimer le service central de prévention de la corruption. C'est beaucoup plus simple. On supprime le thermomètre au lieu de supprimer la corruption. Ensuite, j'ai dévoilé les tarifs de rachat des éoliennes en mer. En 2018, dans le Figaro, les éoliennes en mer, ce sont des 2 chevaux payés au prix de Rolls-Royce. En effet, j'avais découvert que le tarif de rachat des éoliennes en mer, et on le verra, était à 220 € le mégawattheure, pour un prix de marché de 45 € de mégawattheure. La différence sur la production totale, ça faisait 40 milliards d'euros à la charge de nos concitoyens, c'est-à-dire de vous, sur vos factures d'électricité et sur vos factures d'essence, puisque les subventions aux éoliennes proviennent du compte d'affectation spéciale financé par la taxe carbone sur les factures d'essence, dont l'augmentation a suscité la crise des gilets jaunes. Donc vous voyez des sujets qui commencent à devenir tendancieux. Prise illégale d'intérêt, tarifs de rachat subventionnés. Cela valait pour moi vraiment, c'était l'occasion de publier un livre au moment où le député Julien Aubert, avec Marjolaine Milfer, l'autre député de la République En Marche, avait ouvert une commission d'enquête parlementaire sur les énergies renouvelables en 2019, dont les conclusions sont sorties presque simultanément avec la sortie de mon livre. Et ce rapport de la commission d'enquête et mon livre eh bien, ont eu une certaine influence dans l'opinion publique sur le sujet. Alors, maintenant, venons-en aux faits. Parce qu'on parle d'éoliennes, on parle de paysage, mais pourquoi les éoliennes sont un problème? Et je vous propose de découvrir en quelques minutes ce soir. Greenpeace nous dit... Ah, ça ne marche pas. C'est toujours ça. Comment?
Ben, sinon, avec le PC. Flèche. Avec la flèche, oui. Voilà. Ah. Les éoliennes comme des bouquets de fleurs pour appeler à la transition énergétique. On imagine les jolies pâquerettes dans les cheveux de Greta Thunberg, des marguerites, un joli bouquet de fleurs qui va enjoliver l'environnement. Merci Greenpeace pour ce joli bouquet de fleurs. Eh bien non, les éoliennes, ce ne sont pas des jolies fleurs qui embellissent notre environnement. Ce sont même des jolis monstres qui, si on regarde bien et si on étudie bien les éléments de constitution des éoliennes, sont constitués de matières non recyclables et de matières très dangereuses pour l'environnement. Commençons, s'il vous plaît, par le socle en béton. Le socle en béton est constitué de 50 à 100 tonnes de ferraillage que l'on va enrober de 1500 tonnes de béton. Image suivante. Vous voyez ici, on a 1500 tonnes de béton. Et les promoteurs éoliens nous disent on va les enlever en fin de vie. Alors, la loi exige qu'on rabote les socles d'éoliennes d'1 mètre par rapport au niveau du sol. Alors vous avez compris l'astuce, ils enfoncent le socle en béton d'1 mètre par rapport au sol. Le tour est joué. Lorsqu'ils auront l'obligation de désinstaller les éoliennes, en réalité, ils enfouiront ces socles d'éoliennes à vie. Et du reste, les garanties qui ne dépassent pas 100 000 € pour démanteler une éolienne ne servent pas et ne suffiront pas à démanteler l'intégralité d'une éolienne, puisqu'on a établi des devis entre 400 et 600 000 € pour démanteler une éolienne. Alors qu'est-ce qui va se passer? Et moi je suis atterré de voir nos amis agriculteurs céder aux sirènes des promoteurs éoliens. Pourtant ils ont du bon sens. Comment se fait-il que le promoteur éolien accepte de payer 20 loyers de 10 000 € en moyenne par éolienne pour une parcelle dont il pourrait devenir propriétaire pour 10 000 €? C'est tout simplement que, en fin de vie, ils ne veulent plus être responsables du démantèlement des éoliennes, tout simplement. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le jour où il n'y aura plus de subventions aux éoliennes, ça va bientôt arriver, les sociétés feront faillite. Il faut savoir que toutes les sociétés propriétaires de parcelles éoliennes, d'exploitants éoliennes, feront faillite. Elles sont structurellement déficitaires et les holdings appartiennent à des paradis fiscaux ou à des sociétés qui sont établies dans des paradis fiscaux européens, voire même des paradis fiscaux un peu plus exotiques. Eh bien, les sociétés qui auront l'autorisation d'exploiter les éoliennes disparaîtront et le propriétaire de la parcelle, en vertu du Code civil, se retrouvera avec l'obligation de démanteler. Il aura certes touché 200 000 € par éolienne pendant 20 ans, mais il se retrouvera avec une obligation de démantèlement de 400 à 600 000 € à l'issue. Qui voudra acheter une exploitation agricole avec 20 éoliennes ou 10 éoliennes installées à vie, qui devront être démantelées et dont le démantèlement seront à la charge du propriétaire? Mais là n'est pas la seule problématique de l'éolien. Le mât éolien, je n'en parle pas, il est recyclable. En revanche, les nacelles, vous voyez les nacelles, c'est ce qu'il y a derrière les pales d'éoliennes. C'est là où on transforme le vent en électricité. Les nacelles sont réalisées avec des métaux rares. Les métaux rares, ou terres rares, sont des métaux qui ont la particularité d'être très résistants et qui permettent de miniaturiser les systèmes électriques. Dans le plan pluriannuel de l'énergie, il est mentionné que pour les éoliennes terrestres, il faut 200 kg de terres rares, et pour les éoliennes en mer, il faut 1 tonne de terres rares. Ces chiffres ont été confirmés, n'en déplaise à la filière éolienne qui dément absolument ces chiffres, sauf que c'est aujourd'hui reconnu internationalement qu'il faut des terres rares dans les éoliennes, surtout pour les éoliennes en mer. Les terres rares, c'est tellement polluant à extraire que les pays occidentaux ont arrêté d'extraire les terres rares dans leur pays. Ron Poulenc a vendu son entreprise, son usine de terres rares près de Bordeaux, et a acheté des participations en Chine. Et c'est donc la Chine qui est presque dispose du monopole des terres rares
à 80%, et les terres rares sont réalisées en Mongolie. Alors comment on fait? On supprime les végétaux, ouais, il a été un peu vite là. On supprime les végétaux, on charrie des tonnes et des tonnes de terre que l'on passe à 10 bains d'acide oxalique et sulfurique. Cette concentration de la matière est évacuée dans un lac toxique. Voilà, que vous voyez ici. Voilà, ici c'est le lac toxique de Baotou. Et ça, c'est les usines de terres rares de Baotou. Baotou qui concentre presque l'exclusivité de la production de terres rares mondiale. Il y a eu des usines où, là, il y a une radioactivité qui a été calculée à 2 fois ou 3 fois la radioactivité de Tchernobyl. Parce que quand vous concentrez la matière, vous concentrez la radioactivité qui est associée aux terres rares. Image suivante. Donc, une autre vue du lac toxique, donc de Baotou. Image suivante. Autre vue. Et des conditions épouvantables ont été établies par la presse anglo-saxonne sur... Alors, vous voyez, hein, les sources, c'est pas... là, c'est Reuters. Et là, on a un photographe qui est allé à Baotou dans les usines de terres rares où le journaliste expose que les conditions sont épouvantables, les poumons reçoivent de l'acide, enfin, c'est absolument épouvantable. L'image suivante. Voilà, conditions de travail loin des droits de l'homme que nous connaissons dans nos pays occidentaux. Donc, pour plaire à notre état d'esprit écologique dans une société française ou européenne qui voudrait mettre des éoliennes symbole de la transition écologique, on délocalise notre pollution en allant polluer la Chine dans des conditions absolument épouvantables. Comme si cela ne suffisait pas. Les pales d'éoliennes sont réalisées en fibres de carbone et fibres de verre. Et en plus avec du balsa. Il faut savoir que vous avez du balsa qui est pris en sandwich entre des fibres de carbone et des fibres de verre. Il faut savoir que les forêts amazoniennes de l'équateur, aujourd'hui, sont en disparition à cause des cultures de balsa pour faire des éoliennes. Là, premièrement. Mais le problème n'est pas là. C'est que les fibres de carbone des éoliennes, n'étant pas recyclables, ou si on les brûle, ça fait des fumées cancérigènes comme le cancer de l'amiante, eh bien nous sommes obligés d'enterrer ces pales d'éoliennes. Et c'était très intéressant parce que le 1er août 2019, presque concomitamment à la sortie de mon livre, on n'avait pas jusque-là de décharge. On pensait que les décharges d'éoliennes étaient en Afrique et on n'avait pas photo de décharge de pales d'éoliennes. Et dans un journal local, le 1er août 2019, j'ai trouvé une décharge de pales d'éoliennes à Casper, dans le Wyoming. Le maire du village dit qu'il touche 750 000 $ pour l'enfouissement des pales d'éoliennes. Image suivante. Voilà. C'est en réalité dans cette décharge 870 pales d'éoliennes qui vont être enfouies. Image suivante. Et là, c'est Bloomberg, donc l'agence Bloomberg, hein, c'est pas une petite agence de communication, qui nous fait une photo de vue du haut des pales d'éoliennes. Alors ça, c'est pas des fake news, hein, c'est des vraies photos, c'est pas des montages, c'est la réalité, les éoliennes, et ce seront des milliers d'éoliennes et de tonnes de pales d'éoliennes que nous devrons recycler lorsque les éoliennes. Donc vous calculez, on a 8000 éoliennes déjà installées, il faudra qu'on recycle 24 000 pales d'éoliennes. Et si on considère qu'on a multiplié par 2, c'est-à-dire qu'on remet 8000, ça fera 48 000 pales d'éoliennes à recycler. Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'on en fera? Donc vous voyez, hormis planter ces pales d'éoliennes, je ne crois pas qu'on va faire des jolies marguerites pour les cheveux de Greta Thunberg. On le voit bien, ces éoliennes sont réalisées par des constituants ou des éléments contraires à toute la logique écologique qu'on nous vend au travers de ces monstres d'acier. Mais ce n'est pas comme si les éléments de constitution des éoliennes posaient un problème. Il y a plus grave encore. Et le problème plus grave, c'est l'intermittence des éoliennes. Vous voyez bien, tout le monde voit, c'est du bon sens, que les éoliennes ne fonctionnent pas tout le temps. Elles ne fonctionnent pas quand il n'y a pas de vent ou elles ne fonctionnent pas quand il y a trop de vent. En réalité, cette intermittence, image suivante, est établie par ce qu'on appelle le facteur de charge. Je ne vais pas vous faire
concept trop compliqué. Le facteur de charge, c'est la production d'une unité de production électrique par rapport à sa capacité maximale de production. Donc, une capacité maximale, on imagine, telle éolienne est capable de produire tant de mégawattheures dans l'année. Tant de kilowattheures, c'est ce que vous avez dans vos... Voilà. On regarde combien elle peut produire dans l'année. Et on regarde combien elle produit réellement. Et en réalité, une éolienne, tout le parc éolien français ne produit que 25% de sa capacité maximale de production. Un quart. C'est-à-dire que, en réalité, si on devait avoir la production d'une éolienne complète, il faudrait l'activité de 4 éoliennes pour réaliser une capacité maximale d'une éolienne. Et comme une éolienne est intermittente, et que on ne peut pas imaginer que le TGV s'arrête au bout d'un quart du temps, je ne pense pas que vous aimeriez, on est obligé d'avoir dans le réseau électrique un support supplémentaire pour compléter cette production intermittente. Et comme l'électricité nucléaire française n'est pas pilotable, on ne peut pas augmenter à la demande la production électrique nucléaire, hein, c'est un ronron comme un diesel qui ronronne, qui produit une certaine quantité. Et bien si on a des pics de consommation, parce qu'il fait froid, parce qu'on a un besoin, ben, si les éoliennes ne tournent pas, on est obligé d'utiliser des centrales à gaz, au charbon ou au pétrole. Et qu'est-ce qui se passe? L'image suivante. Eh bien, en France, comme on a 70% de nucléaire, un petit peu d'éolien, un petit peu de solaire, beaucoup d'hydroélectricité, ça se fond nos barrages, et bien, là on a un peu de gaz, on n'émet que 52 grammes par kilowattheure produit. Pourquoi? Parce qu'on a le nucléaire, qui est totalement décarboné, avec une émission de 6 grammes par kilowattheure produit. Mais si on prend l'exemple suivant, l'Irlande, l'image suivante. Alors l'Irlande, c'est intéressant, parce que l'Irlande utilise de l'éolien avec du charbon en complément et produit 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France, parce qu'elle n'a pas de nucléaire. Alors quand on nous dit on va sortir du nucléaire pour mettre de l'éolien couplé au gaz, ça va décarboner la France, eh bien, on a un exemple tout net, c'est l'Irlande, qui est 10 fois plus émetteur de gaz à effet de serre que la France. C'est édifiant. Et Barbara Pompili continue à dire on va mettre des éoliennes pour décarboner la France. Ça n'a aucun sens. Et regardez l'Allemagne. Eh bien l'Allemagne, 451 grammes, 6% d'éoliennes, 38% de charbon, 16% de gaz. Là c'était le 11 novembre. Hein. Après la moyenne globale, l'Allemagne, avec ses éoliennes et ses panneaux photovoltaïques, environ 35% de l'électricité. Le reste au gaz, au charbon et à la limite, l'Allemagne produit 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France, qui grâce à son électricité électronucléaire et ses barrages, est un des pays qui a le cocorico, qui a la couronne et les grands lauriers d'être un des pays les plus décarbonés. Je pense que Greta Thunberg, elle peut aller se rhabiller, voire même aller se coucher ou retourner à l'école avant de porter plainte contre la France, qui n'aurait pas atteint ses objectifs climatiques. Donc vous le voyez, cette intermittence oblige la France à ouvrir des centrales de gaz. Et tant et si bien que les propres rapports du ministère de l'écologie, la stratégie nationale bas carbone, précisent que si on baisse la part de nucléaire et qu'on compense avec des renouvelables, on sera obligé d'ouvrir 20 centrales au gaz, ce qui aura pour conséquence, le rapport dit, ce qui aura pour conséquence d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Page 120, note 110. Donc vous voyez, les éoliennes, en complément ou en remplacement, ne servent à rien. Ça sert à rien. Image suivante. Voilà une centrale au charbon. Image suivante. Alors, je me suis intéressé à faire ce petit calcul. Attendez. Je me suis intéressé à faire ce petit calcul. J'ai pris une centrale nucléaire. Celle de Bugey, elle est à proximité de Lyon. Elle a 4 réacteurs.
Les tours réfrigérantes, c'est 128 mètres. Ça fait 4 tours réfrigérantes. Puissance installée, 3600 MW, et donc ça produit 20 000 gigawattheures. La surface au sol, 1 km². J'ai cherché combien il fallait de centrales éoliennes en mer pour avoir la puissance installée. Ben, en fait, il les fallait toutes. Il faut toutes les centrales éoliennes, les 7 de Dunkerque à Noirmoutier. J'étais à Dunkerque l'autre jour d'ailleurs. Il faut donc 447 éoliennes de 220 à 300 mètres de haut. Pour celle de Dunkerque, c'est 300 mètres de haut. Ça fait 3517. Production attendue, 13 800 gigawattheures. Avec un facteur de charge à 45. C'est le chiffre des exploitants. Mais moi, je ne prends pas le chiffre des exploitants parce qu'ils mentent. Je prends le chiffre de la filière. L'ensemble des centrales éoliennes en mer européennes produisent 38% de leur capacité maximale de production. Résultat, 11 700 gigawattheures. Seul artificialisé, 506 km² de fonds marins artificialisés pour 7 centrales éoliennes qui produisent un tout petit peu plus que la moitié d'une centrale nucléaire. Comment on va faire? Enfin, c'est édifiant. On dit ça, c'est terminé. Il n'y a pas photo. Alors j'ai pris un autre exemple avec Fessenheim. Puissance installée 1800, donc on a 2 fois moins que les centrales éoliennes en mer, et 12 000 gigawattheures. La seule centrale nucléaire de Fessenheim produisait l'équivalent des 7 centrales éoliennes en mer au large des côtes françaises. Il suffit de réactiver Fessenheim, il coûte à peu près 300 millions d'euros. Et si tu reviens en arrière, le coût, ah ben non c'est bon, le coût des 7 centrales éoliennes en mer, compte tenu du tarif de rachat dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est 30 milliards d'euros. Moi je propose, et je l'ai écrit dans le Figaro, qu'on rouvre Fessenheim pour 20 ans et on arrête les 7 centrales éoliennes en mer. D'ailleurs, on arrête toutes les éoliennes en mer et sur terre. Parce qu'on le voit bien, ça n'a aucun sens. On artificialise 500 fois plus d'éoliennes, de sol pour les éoliennes, que pour le nucléaire. Pour les éoliennes sur terre, c'est un peu moins. Mais pour les éoliennes en mer, c'est une catastrophe. Moi, je trouve que rien que ce chiffre-là devrait convaincre nos élus. Alors, je suis à l'Assemblée nationale le 9 décembre pour un colloque. Vous avez en avant-première un de mes propos. Mais je trouve que rien que ça, voilà, c'est terminé. D'autant que, j'en rajoute une couche, les 7 centrales éoliennes en mer là appartiennent pour l'essentiel à des consortiums étrangers. C'est-à-dire que les 30 milliards là vont partir, par exemple, là il y a un fonds de pension des retraites canadiens dedans. Donc en fait, l'argent des Français là, il va partir pour financer la retraite des Canadiens. Alors qu'en réalité, cet argent qui est là, qui est produit avec l'électricité de Fessenheim, il vient remplir la poche des actionnaires d'EDF. Actionnaire d'EDF, c'est l'État, donc c'est nous. Image suivante. Alors, je finirai sur ce point-là. Tout ça, ça nous coûte combien? Eh bien, selon les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie, de la Commission des énergies renouvelables de l'Assemblée nationale et de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et de la Cour des comptes, le tarif de rachat des éoliennes sur terre est en moyenne de 91 € le mégawattheure. Le tarif de rachat des 6 centrales éoliennes en mer, 180 € le mégawattheure. Il y a eu une renégociation. Et le tarif spot habituel, en 2020, c'était 33 €. Alors, le tarif spot va augmenter cette année à cause du choc gazier. Les subventions totales pour la production, c'est 100 à 150 milliards d'euros sur 20 ans. À ceci, il faut rajouter le fait que, pour raccorder ces éoliennes, RTE a annoncé un plan d'investissement de 100 milliards d'euros de raccordement. Total, 250 milliards. 250 milliards de notre argent qui va partir pour l'essentiel à 45% d'exploitants qui sont allemands, l'essentiel des sociétés éoliennes en mer
sont étrangères, les sur terre c'est allemand et 60% sont allemandes. Les éoliennes fabriquées et installées sur notre sol, 65% des éoliennes installées sur notre sol sont allemandes, 30% sont danoises. Alors excusez-moi, je vais revenir sur ce chiffre. D'abord on parle des productions de fabrication d'éoliennes. 65% sont allemandes, 30% sont danoises. Maintenant on parle des exploitants, ceux qui vont toucher l'argent des subventions des éoliennes. Soit 55% sont des sociétés étrangères, dans ces 55, 45% sont allemandes. Et pour les éoliennes en mer, l'essentiel sont des sociétés étrangères. À Saint-Brieuc, c'est Iberdrola, par exemple. Voilà. Donc on comprend bien, avec ce niveau d'argent, et encore on n'a pas enquêté sur les certificats carbone, pourquoi la filière éolienne est vérolée par la corruption, vérolée par les conflits d'intérêts, d'associations ornithologiques que je ne citerai pas, qui reçoivent de l'argent pour payer les études d'impact, et vérolée par la mafia en Italie, qui a complètement infiltré cette filière pour blanchir son argent sale. Je vous remercie infiniment de votre attention, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions dans cette seconde partie de soirée où la parole est à vous pour peut-être vous préciser quelques éléments. En tout état de cause, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'éolien raisonné, comme le souhaite la ministre de l'écologie. Le seul éolien raisonné, c'est un éolien démantelé, et vous avez raison de vous battre pour préserver vos patrimoines, parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Aujourd'hui, résister contre les éoliennes, c'est la résistance des temps modernes, et merci de votre présence ce soir. Bien, donc.